Ok. Il était prévu au programme d'avoir une séance de présentation de travaux. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de candidats hier. Et d'autre part, le professeur Pendaba ne pouvait pas être là. Donc en fait, avec elle, je ne sais pas si vous avez pu être informé, mais on avait proposé d'inverser les choses, du coup, de reporter à demain la séance de présentation des travaux, et puis aujourd'hui, du coup, de parler de problématiques. Voilà, de façon à pouvoir être à plusieurs pour discuter les travaux qui seraient présentés, hein, et en particulier donc avec au moins le professeur Pendaba qui du coup connaît mieux la maison et les pratiques et les façons de faire ici à l'UGB. Donc, du coup, peut-être que c'est pour ça que beaucoup ne sont pas venus, mais tant pis pour eux. Alors, le fait que ça se... Ah, j'ai les paramètres qui changent tout seuls, je ne comprends pas pourquoi. Le système d'affichage. Si vous cliquez sur les affichages, normalement c'est bon. Voilà. Ok, donc pour une fois ça marche. Voilà. Donc du coup aujourd'hui on va parler de problématiques. D'abord juste un petit point que effectivement j'avais pas eu le temps d'aborder hier. Donc vous vous souvenez du schéma qui montrait comment s'articulaient les différentes étapes d'une démarche de recherche. Maintenant dans un travail de recherche, il y a une question de temporalité, de temps d'organisation du processus. Donc ce schéma qui est tiré du livre, le très bon manuel de recherche en sciences sociales, montre du coup en termes de chronologie, d'étapes, comment s'enchaînent ces étapes entre la question de départ, l'exploration, la problématique, donc tout ce qui est en amont vraiment de la vraie définition du sujet de recherche, et puis ensuite la construction de modèles d'analyse, l'observation, l'enquête, disons, l'analyse d'informations et les conclusions. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui ne sont pas que linéaires. Vous voyez, il y a des feedbacks. Hein. C'est en partie itératif. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on formule une première question de recherche, et comment est-ce que on la travaille à travers lecture, entretien exploratoire, pour arriver à formuler cette fameuse problématique. Alors, la problématique, c'est souvent quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu problématique justement pour les étudiants, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à cerner, quoi. Si pour vous, c'est quoi une problématique de recherche? Comment vous définiriez ça? Je dirais que la problématique, c'est ce qui justifie qu'on fasse une recherche. Pardon, ce qui justifie. D'accord, donc pourquoi c'est intéressant et utile de faire cette recherche-là? Ajouter aussi que la problématique, c'est la partie où on parle vraiment du problème sur lequel porte la recherche, c'est-à-dire l'objet en fait, sur lequel on travaille. L'objet et le problème. Effectivement, dans problématique, il y a problème. Donc, effectivement, il y a cette idée de problème. Effectivement, si on fait une recherche sur tel sujet, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à investiguer. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est un problème de connaissance, parfois peut-être un problème social. Et donc, effectivement, il faut l'expliquer, le justifier. D'autres avis? Okay.
Donc, on va travailler autour de ces notions-là. Effectivement, cette étape-là, quel problème, pourquoi, comment est-ce qu'on l'aborde, c'est une partie fondamentale de la recherche. Et Serge Pogam, dans l'intro de son article qui s'appelle justement « Problématiser », on lui se demande, est-ce que le plus difficile en sociologie, en socio-anthropologie, en sciences politiques, en sciences sociales, n'était pas de produire des réponses, mais de formuler les bonnes questions. Parce qu'effectivement, cette étape-là, elle est indispensable. Si vous posez des mauvaises questions, vous aurez peut-être des réponses, mais des réponses pas intéressantes. Et inversement, si vous posez les bonnes questions, des bonnes questions, pas les, il y en a toujours plusieurs, des bonnes questions, alors vous pouvez ensuite enclencher une démarche d'enquête qui permet d'y répondre. Donc c'est vraiment un moment important de la recherche qu'il ne faut pas sous-estimer et qui prend du temps parce que justement on ne trouve pas comme ça d'un claquement de doigts la bonne question, les bonnes façons de poser les questions. Il y a une question. Je voudrais savoir quelle est la différence entre une problématique et un problème de recherche. Un problème de recherche. Après ça, les mots ne sont jamais complètement stabilisés. Hein. Problème de recherche, ce n'est pas une expression que je rencontre souvent. Il y a des questions de recherche qui sont des façons de décliner la problématique. Problématique et problématique et problème de recherche, je pense que ça peut être équivalent. Il s'agit de construire le questionnement autour de votre sujet. C'est-à-dire, quel est votre sujet, par comment vous l'abordez, quelles sont les questions que vous lui posez, et auxquelles vous allez répondre à travers votre travail. Donc, si on reprend mon schéma d'hier, problématique, question de recherche, hypothèse, on parlera de ça aussi, c'est comment est-ce qu'on travaille ça en lien avec un état des savoirs, un référentiel théorique, et puis ce qu'on veut étudier. Et une bonne problématique, c'est celle qui fait bien le lien entre les deux, c'est-à-dire qui est cohérente avec ce que vous voulez étudier, hein, le sujet de votre recherche, et qui en même temps est adossée à un état des connaissances, hein, à ce qui s'appuie sur ce qui a déjà été étudié, qui s'appuie sur les résultats de recherche qui existent déjà, et qui vous aident, du coup, à vous poser des bonnes questions, donc à éliminer celles qui ne sont pas des bonnes questions, parce que ça a déjà été montré par d'autres avant que ce n'est pas des bonnes questions, ou alors c'est des questions qui ne sont plus intéressantes parce qu'elles ont déjà été traitées plein de fois, et du coup d'identifier au contraire, au croisement entre ce que vous voulez étudier et ces référentiels, quelles sont des questions nouvelles, des questions un petit peu différentes, des choses pas vraiment traitées, des approfondissements qui manquent, et donc là vous allez pouvoir apporter des choses qui sont des choses nouvelles et originales. Alors pour illustrer, je vous propose de repartir de la recherche que j'avais faite sur l'Union européenne et son projet d'appui à la société civile au Niger. Je vous ai dit que c'était une des recherches que j'avais menées il y a quelques années au Niger, et puis illustrer un peu comment je suis parti, de quelles questions je suis parti, et ensuite comment j'ai essayé d'organiser mon questionnement. C'est pas pour vous dire que c'est un modèle, c'est partir d'un exemple concret pour voir comment s'articulent les idées. Et ensuite on reviendra sur plus globalement les outils pratiques pour faire cette démarche. Alors, vous avez dit, donc j'ai mené une recherche là sur de bonnes années sur l'Union européenne et son appui à la société civile, on pourrait mettre appui entre guillemets aussi, au Niger. En fait, la question de départ, c'était quelque chose qui remontait à plusieurs années avant. Donc ça, j'ai fait cette recherche au Niger entre 2009 et 2011 sur le terrain. En fait, j'avais travaillé avec une étudiante quelques années avant sur pourquoi est-ce que les bailleurs de fonds s'intéressaient à la société civile. Et elle a fait un état des lieux bibliographique. Et puis pour décliner un petit peu ça, on avait récupéré un certain nombre de termes de référence d'études de diagnostic qu'avait lancé l'Union européenne à ce moment-là.
Je t'ai dit, au-delà des grands discours, hein, ce qui est intéressant, c'est les pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que font ces bailleurs quand ils parlent de société civile. Et on était au moment où, on n'était pas longtemps après la signature des accords de Cotonou, qui étaient les accords signés entre l'Union européenne et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, donc des grands accords qui définissent pour 15 ans les grands axes de la politique de coopération. Et là, l'Union européenne, dans ses accords de Cotonou, avait dit on va, une société civile forte, capable d'être en dialogue politique avec les États, est important pour des politiques publiques qui soient pertinentes, efficaces, etc., et pour le développement. Et donc, maintenant, à partir des accords de Cotonou, les États ne sont plus le seul interlocuteur de l'Union européenne, qui avant coopérait exclusivement avec les États. Et donc, on va travailler aussi avec des organisations de la société civile. On va essayer de les renforcer pour qu'elles puissent être en dialogue politique avec les États et aussi en dialogue avec nous sur notre propre politique de coopération. Donc, vous voyez, des choses très, très ambitieuses. Et on me demandait un peu, mais comment ça va se traduire dans les faits, ça. Et justement, un certain nombre de délégations, l'Union européenne a des délégations dans les pays, un certain nombre de délégations avaient lancé des études pour demander à des consultants de les aider à comprendre qu'est-ce qui se passait dans les organisations de la société civile dans les différents pays. Et en regardant ça, ce qu'on avait vu très clairement, c'est que, eh bien, en Côte d'Ivoire, il y avait une vision vraiment très très fonctionnaliste de la société civile. Hein, ils cherchaient des ONG pour faire des services aux pauvres moins chers que l'État, grosso modo. Voilà, le Bénin, c'était pas très différent, etc. Et puis le Niger, on voyait apparaître lutte contre l'esclavage, citoyenneté, etc. Je dis, tiens, qu'est-ce qui fait que cette grosse machinerie de l'Union européenne, hein, au Niger, met en avant des thèmes très politiques, comme effectivement la lutte contre les séquelles de l'esclavage, alors qu'ailleurs, elle est dans une vision beaucoup plus standard, si vous voulez, beaucoup plus classique, qui disait, bon, les ONG nationales, la société civile, c'est beaucoup les ONG, alors ça se discute, hein, et les ONG, elles font des services aux populations, donc c'est bien, donc on va les aider à ça. Donc c'était ça, l'énigme de départ, un peu, c'est pourquoi est-ce qu'au Niger, là, il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu différent. Et puis donc, voilà, c'est ça. Pourquoi la stratégie de l'Union européenne au Niger semble un peu différente de celle des autres pays? Comment une bureaucratie comme l'Union européenne prétend-elle travailler sur des sujets aussi politiques que la société civile? Hein, et puis, du coup, comment ça fonctionne l'Union européenne? Est-ce que les délégations sont autonomes? Est-ce que c'est centralisé? Comment ça marche finalement cette machine de l'Union européenne, hein, à travers, en tirant le fil de lutte contre l'esclavage au Niger versus vision très classique, très standard, très technicisée. Du rôle des organisations de la société civile dans les autres pays. Et en fait, c'est effectivement quand j'étais en poste au Niger que j'ai eu l'occasion finalement de m'emparer de ce questionnement-là et de construire du coup une recherche. Alors du coup, ce questionnement-là, quand on creuse un peu, elle est au carrefour de plusieurs champs de questionnement. Vous avez d'abord, vous savez, je me situe dans le champ de la socio-anthropologie du développement, et la socio-anthropologie du développement, elle a beaucoup travaillé depuis les années 90, elle a beaucoup travaillé tout ce qui était la mise en œuvre des projets. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle locale lorsqu'il y a un projet d'adduction d'eau potable, de microfinance ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'échelle locale dans les jeux d'acteurs entre les acteurs extérieurs, les équipes projets, l'administration, les notabilités locales, les associations villageoises, etc. Et finalement, la socio-anthropologie du développement et globalement la recherche avait assez peu travaillé en amont de ça, sur la façon dont les projets ont été construits et négociés. Or, ils ne se ressemblent pas tous. Pourquoi est-ce qu'il est fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été décidé autrement? C'est aussi une question empirique.
Donc il y avait un enjeu scientifique qui était de se dire il faut remonter en amont de la mise en œuvre sur le terrain pour comprendre comment les choix se font avant. Comment se font les choix des objectifs du projet, du dispositif de mise en œuvre, des budgets, tout ça, quoi. Donc il y avait une question scientifique sur remonter vers l'amont, quoi. Et derrière ça, comment est-ce qu'un bailleur de fonds définit un projet? Il y a des tas de questions qui relèvent de est-ce que c'est comment ça se négocie? Est-ce qu'ils font ça tout seuls? Est-ce qu'ils négocient avec l'État? Donc quels sont les rapports entre État et bailleurs de fonds? Hein? Il y a des questions sur le rapport à l'expertise. Hein? Il y a plein de recherches sur le rôle de l'expertise dans la gouvernance néolibérale. Il y a eu une thèse au Sénégal sur le gouvernement des experts. Hein? Le fait de dire à chaque fois qu'on se pose une question, on va chercher des experts pour leur demander, des consultants, pour leur demander de faire l'étude, de faire des propositions, c'est une façon de penser l'action publique. Hein? Et puis ça pose la question, du coup, ces consultants, qui c'est, est-ce que ce qui se dit souvent et qui même parfois s'écrit en sciences sociales, c'est des gens d'étrangers qui connaissent rien et c'est pour ça que les projets sont inadaptés? Est-ce que ça c'est vrai? Hein? Est-ce que leurs propositions sont reprises ou comment leurs propositions sont reprises, mises de côté, réinterprétées par l'État et par le bailleur? Vous voyez, un ensemble de questions là autour de l'expertise. Il y avait une autre question autour des écarts, des différences entre les objectifs politiques et les interventions. Là, il y a David Moss, un anthropologue britannique, qui a fait un magnifique livre sur l'Inde, enfin sur un projet en Inde, qui met en avant, s'appelle les disjonctions entre les modèles de politique et les pratiques. Il dit c'est pas vrai que les projets sont faits pour traduire des politiques, pour appliquer des politiques. En fait, entre les deux, il y a une très très forte autonomie. Hein? Et donc, il peut y avoir des décalages assez forts entre les objectifs politiques affichés et puis les dispositifs de mise en œuvre, les projets, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est ici? Ce qui renvoie aussi à des débats en sciences politiques autour de ce qu'on appelle l'instrumentation de l'action publique. Comment les instruments d'action publique ont une certaine autonomie par rapport aux politiques qu'elles sont censées servir. Et puis il y a une question aussi autour des thèses sur la dépolitisation du développement. Ça c'est James Ferguson, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui avait fait un ouvrage en 90 sur les Lesotho qui s'appelait The Anti-Politics Machine. Il disait que l'AID c'était une machine à techniciser, à dépolitiser les enjeux, à définir les problèmes de développement sous un angle technique et qui est, oui justement, dépolitisé, qui met de côté, qui occulte les enjeux politiques de l'intervention de l'État, de l'intervention des bailleurs. Donc question théorique aussi qui est dans la littérature, hein, autour de cette dépolitisation. Elle dit mais l'appui à la société civile c'est forcément politique, hein, c'est des questions de rapport avec l'État. Il y a toute une partie de l'organisation de la société civile qui sont contestataires, qui font des manifestations, des mobilisations, etc. Donc c'est pas neutre du tout. Hein. Dire aux États qui étaient leurs partenaires uniques, quand l'Union européenne dit aux États qui étaient leurs partenaires uniques, bon, on ne va pas travailler que vous, avec vous, et on ne va pas financer que vous, on va aussi financer les acteurs non étatiques, c'est un choix politique. Donc du coup, sur un sujet comme ça, hein, est-ce que cette thèse de la dépolitisation, est-ce que ça marche, jusqu'où, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc vous voyez comment autour de ce thème-là, quand on situe cette question toute bête de l'Union européenne et son projet d'appui à la société civile, eh ben, ça renvoie à toute une série de questions théoriques, hein, qui sont travaillées dans la littérature, qui font partie des débats en socio-anthropologie de développement, et où on se dit, bah là, ce cas-là, il devrait permettre d'apporter des éléments dans ces différents débats. Et inversement, si je veux comprendre
comment l'Union européenne a défini son projet d'appui à la société civile, ben, je serais obligé de me poser ces questions-là aussi. Je serais obligé de me poser la question de comment se sont joués les rapports entre l'État et l'Union européenne dans ce processus-là. Comment est-ce qu'ils ont mobilisé les experts et qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment la question de la société civile a été formulée. Est-ce qu'elle a été posée de façon politique avec citoyenneté, lutte contre l'esclavage, etc. ou technicisée? Vous voyez, le fait qu'il y ait des travaux sur tous ces sujets, ça m'aide à penser la façon de traiter mon objet. Et inversement, à la fin, si je fais bien ce travail-là, alors, à partir de ce cas-là, j'aurai des éléments de réponse, j'aurai des éléments empiriques qui apporteront des réponses à tous ces débats-là, ou à certains en tout cas. Oui, vous voyez? Donc, premier grand champ, autour de les acquis, les questionnements de la socio-anthropologie, et du coup, qu'est-ce que ce cas a priori, hein, je ne l'ai pas encore étudié à ce moment-là, donc je ne peux pas être sûr de ce que je vais trouver, mais comment, a priori, à partir de ce que je sais à ce moment-là, en 2009, de ce projet Union européenne, et des questionnements traités dans la littérature, je peux dire, d'un point de vue théorique, il y a ces 4-5 éléments avec qui je vais rentrer en dialogue. Ensuite, vous avez un autre champ de questions. Il y a tous ces débats, effectivement, qui sont des débats de politique de développement, mais aussi des débats académiques autour de cette histoire de société civile et de la façon dont les bailleurs de fonds s'emparent de ce sujet-là. Alors là, on est plus en sociologie politique, mais peu importe. Vous connaissez un peu les débats qu'il y a autour de cette notion de société civile? Bon, sans rentrer dans les détails, le clair c'est que ce terme, il a émergé en tant que tel plutôt dans les années 90. Hein. Avant, on parlait d'appui aux organisations paysannes, d'appui aux associations, etc. Et on peut refaire l'histoire du terme dans une généalogie politique de la notion, hein, depuis les premières acceptions. Et puis, on peut s'interroger. Il y a des débats scientifiques et théoriques sur est-ce que ça fait sens de parler de société civile en Afrique, par rapport à l'histoire du concept, par rapport à ce que ça signifie dans les théories sociologiques qui ont parlé de société civile. Et certains auteurs vont dire mais l'idée de la société civile, c'est des citoyens individuels qui s'organisent librement par rapport à l'État. Quand on est dans une société très fortement marquée par des rapports clientélistes, par des rapports de parenté, on n'est pas dans une société d'individus qui se mettent ensemble. Donc les formes de regroupement, elles relèvent souvent d'autres choses, ou en tout cas ça pose question. Il y en a qui disent aussi, j'oublie le deuxième argument théorique, peu importe. Donc il y a des questions autour de la pertinence sociologique d'utiliser le terme. Il y a des gens qui vont dire, mais quand on parle de la société civile, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est quoi la société civile? Ce qu'on voit, il y a des organisations qui se réclament de la société civile. Donc, des auteurs disent, la société civile, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je vois, c'est des organisations qui se réclament ou qui sont considérées comme relevant de la société civile. Et là, du coup, on n'est plus dans la philosophie politique. C'est quoi le rôle de la société civile dans l'État? Vous voyez, très général. On est dans quelles sont les organisations qui existent, quelles sont leurs dynamiques, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles négocient avec l'État, comment est-ce qu'elles agissent, etc. Donc, qui plaident pour une approche empirique des dynamiques organisationnelles. Et puis, vous avez d'autres débats qui sont autour de, justement, des bailleurs de fonds dans tout ça, quoi. Pourquoi est-ce que les bailleurs de fonds, dans les années 90, commencent à dire « Ah, la société civile, c'est très bien, il faut l'appuyer, etc. » Et vous avez des thèses qui disent en fait, si les bailleurs de fonds s'emparent de ce sujet-là,
ça fait partie des stratégies néolibérales pour forcer l'État à se réduire. Eh ben, on va appuyer les organisations à côté, de la même façon qu'on appuie les décentralisations. On va essayer de constituer des contre-pouvoirs capables de peser sur l'État et de l'obliger à bouger. Ils disent c'est pas une vision certes, un certain nombre d'acteurs militants disent qu'il faut construire la société civile forte dans une logique effectivement de progressiste, de changement social, de confrontation avec l'État. Pour les bailleurs de fonds, c'est plutôt instrumental. Hein, on a besoin d'ONG pour faire du boulot à la base. Comme ça, on évite de financer un État qui est inefficace. Et puis, ça contribue à obliger l'État à rester là, tel qu'il a été recomposé par l'ajustement structurel. Donc vous voyez, il y a des débats avec plein de littérature aussi sur la société civile et la façon dont les bailleurs de fonds, qu'est-ce que représente pour les bailleurs de fonds le fait de s'intéresser tout d'un coup à la société civile. Voilà, donc c'est vrai que nous, en droit, on étudie dans le système de contre-pouvoir. C'est pas un pouvoir institutionnel, c'est-à-dire à la séparation du pouvoir, le mécanisme humain, et non étatique. Maintenant, pour pouvoir effectivement recadrer et prendre en compte certains droits et libertés des citoyens par rapport à la politique, par rapport aux actions de l'État. Donc la société civile s'inscrit comme contre-pouvoir par rapport à l'action. Oui, mais est-ce que, en théorie, maintenant, les organisations de la société civile réelle, qu'est-ce qu'elles sont, hein? Est-ce qu'on met là-dedans aussi les syndicats, effectivement les syndicats, les organisations militantes, etc. Est-ce qu'en pratique ou en théorie, on réduit ça plutôt aux ONG? Est-ce que les ONG nationales sont vraiment des contre-pouvoirs? Ou est-ce qu'elles sont inscrites dans la machinerie de l'aide en train de chercher des financements pour agir? Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et quand on commence à explorer la littérature, on s'aperçoit qu'effectivement, en lien avec la montée du thème dans l'agenda international, il y a en anglais énormément de débats depuis le milieu des années 80 sur tous ces sujets-là. Et il y a énormément d'écrits, de thèses contradictoires autour de ces questions-là. C'est quoi, est-ce que la notion de société civile fait sens en Afrique? C'est quoi la dynamique des organisations qui s'en révèlent? Est-ce que la société civile elle doit forcément être militante, engagée contre pouvoir? Est-ce que les ONG qui font de la prestation de services, est-ce que c'est des associations, mais est-ce que ça fait partie de la société civile? Qu'est-ce que font les bailleurs de fonds avec tout ça? Il y a en fait un énorme ensemble de travaux. Avec des gens qui se disent aussi, mais l'idée que la société civile serait forcément civile, progressiste, etc., c'est pas vrai. Il y a aussi des mouvements violents, il y a des mouvements contestataires, etc. Enfin, oui, il y a des mouvements violents et des mouvements qui sont uncivil civil society, des travaux là-dessus. Bref, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, c'est beaucoup USA, de Banque mondiale, pays d'Europe du Nord, qui se sont engagés très tôt sur ces thèmes-là. Et que quand l'Union européenne fait ses accords de Cotonou, elle a à peu près 10 ans de décalage par rapport à la Banque mondiale, l'USAID, etc. Donc, on se pose des questions sur que signifie cet appui à la société civile pour les bailleurs de fonds, hein, et en particulier dans ce concept de la bonne gouvernance qu'ils mettent en avant à ce moment-là. Hein, État, société civile, décentralisation, marché, etc. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'Union européenne de passer des conventions de Lomé, qui était l'ancien mode de coopération, aux accords de Cotonou, et du coup d'intégrer cette dimension-là à ce moment-là. Et puis l'Union européenne, elle n'utilise pas au début le terme société civile, elle utilise le terme acteur non étatique. Pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher ce mot-là? Et puis là, il y a plein de débats aussi qu'on découvre assez vite. Est-ce que les acteurs non étatiques, il y a les entreprises ou pas? Donc, est-ce que les bénéficiaires de l'action de l'Union européenne, de ces financements, est-ce que c'est le secteur associatif?
Est-ce que c'est les entreprises aussi, ou en tout cas les organisations patronales, les associations patronales? Est-ce qu'il y a les syndicats dedans, etc., etc. Donc là, on est à la fois sur qu'est-ce que signifie l'émergence de ce thème société civile, acteurs non étatiques pour l'Union européenne, et derrière, d'autres types de débats théoriques, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la diapo d'avant, qui sont c'est quoi les différentes acceptions de la société civile, c'est quoi les débats sur l'existence ou pas d'une société de deux sociétés civiles en Afrique, c'est quoi l'enjeu de ce thème dans les stratégies des bailleurs de fonds. Donc c'est d'autres champs de littérature, d'autres champs de questions, mais qui font aussi partie des choses à explorer. Ouais. Et puis du coup, il y a aussi sur quelle réalité l'Union européenne prétend-elle agir, hein, et avec quelle lecture ils en font. Donc là, du coup, on est plutôt à se poser la question de, au Niger, qu'est-ce que on appelle la société civile. Donc, oui, c'est là que j'ai mis les débats théoriques, peu importe. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique des organisations, des associations au Niger? Quels sont leurs rapports avec l'État? Quelles ont été les phases d'émergence? Sur quoi ils interviennent? Quels sont leurs rapports avec l'aide internationale? Et puis, qu'est-ce que font les autres? Hein, l'Union européenne n'arrive pas comme ça dans un terrain vierge. Qu'est-ce qui s'est passé avant en matière d'appui, de tentatives de renforcement, d'appui à la structuration? Qu'est-ce qui s'est fait avant aussi en matière d'intervention de l'aide au développement aux organisations associatives? Donc là, on n'est plus dans les débats théoriques. Après ça, on peut, selon la façon d'organiser le débat théorique, on peut le mettre là, on peut le mettre là, c'est pas très grave. Mais là, en tout cas, on n'est plus dans les débats généraux, on est vraiment sur le Niger, qu'est-ce qui se passe, et quel est le paysage, la réalité, les dynamiques dans lesquelles ce projet va intervenir. Et derrière ça aussi, au lien entre les deux, il y a qu'est-ce qu'on peut dire de ces dynamiques de la société civile au Niger, mais du coup, quelle lecture en a l'Union européenne? Quelle connaissance elle a de tout ça? Comment est-ce qu'elle pose la question de la société civile et de ses enjeux, hein, à partir de quelle grille de lecture, de quelle façon de penser tous ces débats, de justement, est-ce que les syndicats en font partie, est-ce que les mouvements religieux en font partie, est-ce que les entreprises en font partie, quelle lecture elle a des problèmes ou des enjeux du secteur. C'est important de le comprendre parce que ça va structurer sa stratégie, mais c'est important de comprendre si elle a une lecture à peu près sérieuse de ce qui se passe, ou si elle ne connaît rien à ce qui se passe dans les organisations de la société civile. Vous voyez? Donc du coup, on peut schématiser ça comme ça. Vous voulez, quand on met cette question générale, comment l'Union européenne a-t-elle défini son projet d'appui à la société civile au Niger? Quelle conception de la société civile? Comment le dispositif projet a-t-il été défini? Hein, qui est une question qui n'est pas formulée en termes théoriques, hein, qui est une question empirique. On va essayer de comprendre ça. Cette question-là, elle se rattache à trois grands champs de questionnement. Les jeux d'acteurs dans la formulation des projets, les liens politiques projets, les rapports à l'État, je n'ai pas mentionné là. La question de la société civile et des politiques d'aide. La question de ce qu'on appelle la société civile au Niger, ses dynamiques, son histoire, etc. Et sur chacun de ces grands blocs-là, ce n'est pas les mêmes questions, ce n'est pas les mêmes objets, ce n'est pas les mêmes champs de littérature, mais vous voyez bien que traiter ça, ça suppose de se mettre en dialogue avec ce qui s'est dit là-dessus, ce qui s'est dit sur ce sujet-là, et ce qui se concerne ou pas de ce sujet-là. Ok? Donc vous voyez comment une question peut se traduire en sous-champ, en champ théorique, qui se croisent
sur la question qui m'intéresse, et du coup ensuite peut se décliner en question de recherche. Une fois que j'ai identifié ça, je vais dire effectivement, ben moi, pour ma recherche, je vais me poser des questions sur les dynamiques des organisations de société civile au Niger, leur rapport à l'État, à l'aide, sur les autres dispositifs d'appui. Ça correspond à la boîte qui était là. Je vais me poser des questions sur les étapes de la formulation du projet, le rôle des experts, etc. Donc vraiment le processus interne. Je vais me poser des questions pour mieux comprendre ça sur les rapports entre la délégation, l'équipe qui est basée à Niamey et Bruxelles, les rapports entre cette équipe-là et Bruxelles, son autonomie, comment ça se passe, les relations entre les deux. Je vais me poser des questions sur l'expérience de travail de l'Union européenne avec les organisations de la société civile. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Est-ce que c'est complètement nouveau? Quelle expérience ils ont? J'ai oublié là de parler des rapports à l'État. Non, les rapports à l'État, ils sont là. Ouais. Et puis, je me situe en amont, mais malgré tout, savoir un peu qu'est-ce qui se passe pendant ce projet, quelles sont les difficultés rencontrées, c'est important pour voir jusqu'où c'est en lien avec les choix qui ont été faits, avec le dispositif opérationnel qui a été défini. Ok? Donc vous voyez comment identifier ces champs théoriques et de littérature permet du coup de structurer un certain nombre de questions de recherche qui sont des questions empiriques, vraiment enquêter sur comment ça s'est passé, mais du coup pour traiter chacune de ces questions, il va falloir effectivement s'appuyer sur des pans de littérature spécifiques. Ok? C'est clair? Vous avez des questions sur cet exemple-là? Non? Ok. Voilà, donc... Pardon? J'ai une question par rapport à ça. Donc, Ouais. ici, on peut constater que c'est un peu la ligne de littérature qui est là. Quoi. Ouais. Et ça permet de mettre en relief tous les aspects qui ont été traités du problème. Mais dans le cadre de notre contexte, souvent nous avons des sujets des mémoires ou des thèses qui traitent de sujets qui ont été insuffisamment ou presque pas traités au niveau local. Donc, en effet, on va s'appuyer sur quelques théories, asseoir normalement la qualité. Ça, on y revient tout à l'heure, je pense, parce qu'après ça, on va décliner plus concrètement la démarche. Bon, c'est pas parce que, enfin, déjà, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'études locales sur ce sujet-là qu'il n'y en a pas eu. Je dis, quand je faisais référence à la littérature, je vous ai parlé de David Moss qui a travaillé sur un projet en Inde, ou de James Ferguson sur la dépolitisation, qui a travaillé au Lesotho. Vous voyez, donc les questions théoriques, elles ne sont pas indexées à un lieu particulier. C'est pas parce que ce n'est pas des travaux au Sénégal que ce n'est pas pertinent. Donc, il y a dans l'exploration de la littérature, il y a ce qui concerne le Sénégal et ce qui est proche de votre objet, mais il y a aussi les questions plus générales qui peut-être ont été traitées à l'autre bout du monde, mais le fait que monsieur machin ou madame X ait fait une recherche là-dessus est extrêmement important pour vous. Donc ça peut être l'autre bout du monde, ça peut être le Lesotho, ça peut être le Mali. Ça dépend. Vous voyez? Hein? Il y a, oui, sur le rôle des experts, il y a un bouquin de référence sur The Role of Experts, le gouvernement des experts en Égypte. Bon, bah, si la question de l'expertise est importante dans votre registre, dans votre travail, il faut essayer de lire ce bouquin-là. Alors, après ça, du coup, au niveau global, il y a beaucoup de choses en anglais. Mais, oui, donc les références.
il y a les références qui vous permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel vous allez travailler, donc qui sont relativement proches de votre objet. Qu'est-ce qui s'est dit, je ne sais pas moi, si vous travaillez sur les mutuelles de santé à Kébémer, qu'est-ce qui s'est dit sur les mutuelles de santé à Louga et à Tanda. Mais il y a aussi des analyses sur des clés analytiques liées à votre questionnement, ou peut-être qu'il faut aller chercher des choses qui ont été faites très loin. Parce que là, c'est le ou les quelques auteurs qui ont vraiment travaillé le sujet, construit des références et qui font et construit des schémas analytiques qui font référence. Voilà, donc du coup, on en vient à partir de là à la notion. Donc une problématique, je disais tout à l'heure, c'est vraiment une étape à la fois essentielle et difficile d'une recherche. Et puis c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, mais c'est pas non plus quelque chose qui est figé de toute éternité. C'est quelque chose qui évolue, qui progresse au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche. Donc il y a des reformulations successives au fur et à mesure qu'on avance et qu'on comprend mieux, du coup qu'on a exploré des champs de littérature. On dit « Ah, mais ça c'est intéressant, ça vaut le coup de creuser », ou qu'on a avancé sur le terrain, on se dit « Ah, mais attends, il y a tout ça que je n'avais pas vu, comment je le prends en compte ?» Et une problématique, effectivement, en gros, hein, c'est les questions qu'on pose à son sujet. Donc, vous avez parlé de problème, vous avez parlé de justification, c'est les questions qu'on pose. Et donc, ce qu'on appelle un objet de recherche, c'est pas les mutuelles de santé à Kébémer, c'est une question sur ces mutuelles de santé à Kébémer. Et cette question-là, bah, voilà, elle peut être variée. Donc, c'est pas les conflits fonciers dans la commune de Bourg, mais c'est peut-être, en sujet, spéculation foncière, jeu avec les règles et conflits fonciers dans la commune de Bourg. Vous voyez que poser la question comme ça, c'est déjà beaucoup plus précis. Vous n'êtes pas dans les conflits fonciers de façon très générale, vous êtes sur des relations entre des éléments. Spéculation foncière, Bourg, c'est le tourisme, etc., les constructions, les gens qui veulent acheter des terrains au bord de la mer, etc. Hein, donc, spéculation foncière. Jeu avec les règles, le fait de dire, bah oui, les conflits, c'est pas que la pression, c'est aussi le fait que les procédures sont pas très claires, qu'on achète des terrains qui sont pas qui sont du domaine national et qui sont normalement interdits de vente. Et donc là-dessus, il y a des jeux et là-dessus, ça joue sûrement. Oui. Je vous pose une question par rapport à la littérature. Est-ce qu'il y a une différence entre l'opinion de la littérature, le sentiment des écrits ou état de la question? Non, c'est des mots pour dire à peu près la même chose. Oui, il y a beaucoup de types de mémoire qui sont de ce ordre-là, donc qui disent rien sur le questionnement. Si vous le formulez comme ça, vous êtes déjà beaucoup plus avancé dans les hypothèses sur les éléments importants et les relations. Si vous dites comme ça, vous pensez que le jeu avec les règles, comment est-ce qu'on a une affectation, comment est-ce qu'on achète une terre du domaine national, comment est-ce qu'on bricole dans ce jeu-là, comment est-ce qu'éventuellement on mobilise un ami pour que le maire soit content et te fasse l'affectation. Tout ça, c'est le cœur du problème. Donc, vous êtes déjà sur quelque chose, un type qui est déjà problématisé un peu. Ce n'est pas formulé en termes de questions, mais vous voyez déjà apparaître des éléments et donc des hypothèses sur les liens entre ces éléments-là. Et du coup, là, peut-être que la problématique pourrait être les contradictions du dispositif légal de gestion foncière jouent-elles, les contradictions, un rôle dans la multiplication des fonciers à Bourg dans un contexte de forte spéculation foncière. Ok. Et si vous formulez votre problématique comme ça, vous voyez que vous mettez l'accent sur les contradictions du dispositif légal dans un contexte de forte spéculation. Vous n'êtes pas en train de dire beaucoup de gens veulent des parcelles et des terrains, donc ça crée des conflits. Vous êtes en train de dire il y a beaucoup de gens qui cherchent des terrains,
Mais s'il y a des conflits, c'est plutôt, votre hypothèse en tout cas, vous avez travaillé, c'est plutôt parce que là, il y a des choses pas très claires dans la façon dont se font les transferts, les achats de terres, etc. Donc là, on est sur une... là, on a une problématique qui correspond à un titre de mémoire, vous voulez, et à partir de là, ben, on pourrait faire la même chose, de décliner en disant, ben, c'est quoi du coup les grands champs de questionnement qui permettent de décliner cette question-là, de la décliner en champ théorique à explorer, de la décliner en question de recherche empirique, et du coup de pouvoir mettre en œuvre à partir de là une démarche de recherche. Alors que si vous dites simplement les conflits fonciers dans la commune de Bourg, bah, vous ne savez pas où aller. Il peut y avoir des conflits agriculteurs-éleveurs dans un coin qui reste, est-ce que ça fait partie de votre objet? Les problèmes d'héritage, est-ce que ça fait partie de votre objet? Vous allez très large, vous n'avez pas de boussole pour vous guider, et donc vous risquez de papillonner, de toucher un peu à tout, et finalement de rester à des choses extrêmement générales. Si vous avez fait ce travail-là, là, vous avez de quoi avancer. Effectivement, les conflits sur l'héritage, eh ben, ça vous intéressera si, dans ce contexte-là, ça joue. Et donc, effectivement, si un des frères a vendu la parcelle alors que les autres n'étaient pas d'accord, ou qu'il a gardé l'argent pour lui, là, vous êtes complètement dans le sujet. Si c'est le conflit d'héritage classique, bon bah voilà, c'est pas au cœur de votre sujet, donc vous savez que ça existe, mais vous n'allez pas enquêter spécifiquement dessus, y passer beaucoup de temps. Donc le fait de construire votre questionnement, le fait de dire bah oui, je suis parti de là, mais finalement c'est ça ma problématique, le fait ensuite de le décliner, eh bien ça vous donne des repères pour explorer la littérature et pour mener votre stratégie de recherche. Et autour d'un sujet, il y a plein d'objets de recherche possibles. Si on reprend l'histoire du PASOK, du projet d'appui à la société civile, il y avait plein de façons différentes de construire l'objet. Vous pouvez, alors c'est peut-être soit des sous-problématiques de la recherche, soit des sujets à part entière. Mais on aurait pu faire une recherche à part entière sur comment sont les liens entre ce projet d'appui à la société civile et les autres projets d'appui aux organisations de la société civile. Et du coup, là, on était sur... j'aurais pu m'intéresser principalement au projet d'appui à la société civile par rapport, oui, aux accords de Cotonou ou à la délégation de l'Union européenne. J'aurais pu m'intéresser sur les effets de ce projet sur les ONG bénéficiaires. Mais là, ça aurait été plutôt en aval. Ça aurait été un sujet classique d'anthropologie de développement. C'est intéressant, hein, mais moi, ça m'intéressait moins. On aurait pu se poser la question... Enfin, vous voyez, projet d'appui à la société civile, ça ne donne pas une problématique de recherche, parce que selon que vous vous intéressez d'abord à ces autres éléments-là, et bien du coup, vous allez orienter différemment votre recherche, et votre question centrale, elle ne va pas être la même. Et sur les conflits fonciers à Hambourg, vous pouvez vous poser la question de l'ampleur, de l'évolution dans le temps, de où est-ce qu'ils sont localisés. Enfin, il y a plein de questions possibles. Il y a plein de sujets, d'objets de recherche possibles, hein, et plein de mémoires différentes possibles sur les conflits fonciers à Hambourg. Et donc, dans tout ça, bah, il faut choisir. Vous ne pouvez pas tout traiter, et donc il faut choisir quels sont les éléments que vous prenez en compte, que vous choisissez de prendre en compte, quelles sont les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre en choisissant de vous intéresser plutôt à ça, plutôt à ça, plutôt à ça, ou alors une combinaison de quelques perspectives, mais il n'y aura pas tout. Ça, moi, je vais traiter de façon très légère. Ça, je ne vais pas traiter, parce que dans le cadre de recherche, on ne peut pas épuiser le sujet, on ne peut pas tout faire, et donc il faut choisir un, deux, quelques axes, éventuellement, mais qui sont articulés et qui font une cohérence.
Donc, on y reviendra aussi, mais construire une problématique, c'est aussi délimiter l'objet. Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans. Et assumer le fait que certains sujets, eh bien, on les met de côté parce qu'on considère, à tort ou à raison, que ce n'est pas le plus important. Alors, une problématique, me dit, ça précise le questionnement à partir d'un état des connaissances. Si on parle de conflit foncier à Hambourg, spéculation foncière, jeu sur les règles, c'est parce que vous avez déjà une certaine connaissance qui vous permet de dépasser la simple formulation générale. Et cette connaissance-là, eh bien, elle peut s'appuyer sur de la littérature et elle peut s'appuyer sur votre connaissance déjà du terrain. Alors là, par exemple, c'est un cas fictif, mais vous pouvez dire Hambourg est connu pour avoir beaucoup de conflits liés entre autres au développement touristique et à la pression foncière qu'elle engendre. Donc là, c'est un constat que vous faites qui est sans doute assez connu. Maintenant, du coup, qu'est-ce que ça implique? Alors d'abord, effectivement, si vous avez lu Chauveau, Jacob, Ouedraogo et d'autres, vous savez que on ne peut pas faire de lien mécanique entre la pression sur la Terre et les conflits. Si les règles sont claires, eh bien effectivement, il y a une pression, les prix augmentent, ou les surfaces par personne sont plus faibles, mais ça ne génère pas forcément de conflit. Souvent, vous allez entendre les gens dire qu'il y a beaucoup de conflits parce qu'il y a une pression. En fait, les recherches montrent que ce n'est pas si simple que ça, et que c'est souvent la question justement des règles du jeu, des contradictions sur les règles, de ce qu'on appelle le pluralisme des normes, qui contribue à alimenter les conflits. Ensuite, il y a de la littérature qui montre justement ce qu'on appelle l'incomplétude juridique. Souvent, il y a un dispositif légal, mais il manque des choses. Il y a des bouts qui n'existent pas, il y a des décrets qui n'ont pas été faits, il y a des outils qui ne sont pas en place, donc de toute façon, ce n'est pas applicable. Et du coup, dans ce contexte-là, effectivement, il y a des pratiques qui se développent. Donc ça a été étudié au Bénin, au Rwanda, etc. Mais au Sénégal, on sait que, vous savez sans doute, que finalement, on peut légaliser un achat de terres illégales sur le domaine national. Tout le monde le fait. Donc ça, c'est important de savoir que ça existe et de s'y intéresser. Ensuite, sur ce qui est les dynamiques urbaines, là, il y a eu des recherches sur le foncier en Afrique centrale avec Jean-Luc Pirmet et puis bien d'autres qui ont montré comment les acteurs de l'administration foncière, les géomètres, ils sont partie prenante du problème. Ils font partie de la confusion ambiante, ils jouent sur tout ça pour s'enrichir, pour accumuler du foncier. Donc les acteurs officiels qui sont censés réguler, en fait, ils sont partie prenante du problème. Voilà, ça a été montré en Afrique centrale à différents endroits. Ça peut vous donner des idées pour regarder ce qui se passe concrètement à Hambourg. Et puis, voilà, oui, au Sénégal, peu d'études ont porté sur les conflits en milieu urbain. Je ne sais pas, il faudrait aller voir de plus près. Mais en tout cas, tous ces trucs-là, ça vous aide à structurer votre questionnement. Et puis par contre, on sait effectivement que les ventes de terres qui sont théoriquement interdites existent et sont avalisées. Je n'ai pas encore trouvé d'études précises là-dessus, mais en tout cas, on le sait, et en voyant hocher de la tête, c'est-à-dire que vous le savez, même sans avoir fait de recherche approfondie sur le sujet. Donc là, vous voyez comment trois ensembles de recherches autour des conflits fonciers, autour de la spéculation foncière dans les grandes villes, autour de ce qu'on appelle les dispositifs semi-formels, ces façons de jouer avec les règles, vous permettent déjà d'avancer dans les questions que vous allez vous poser sur les liens entre spéculation foncière et jeu sur les règles. Vous permettent d'avancer dans votre problématique
et puis aussi ensuite d'avoir des outils pour lire les réalités. Pour vous dire, bah oui, là, ce qui se passe dans ces zones de flou, d'ombre et de ces dispositifs semi-formels, ce qui se passe sur la façon dont on légalise des ventes illégales, et ben ça, c'est forcément une clé d'entrée importante. Pour voir, est-ce que ça contribue à des conflits fonciers ou pas. Peut-être que ça marche très bien. Mais en tout cas, là, il y a un truc, il y a une boîte à ouvrir, il y a des choses à gratter, à creuser. Ok. Donc, une problématique, ça permet de définir des questions de recherche. Donc, de décliner ça en questions plus précises. Et là, par exemple, effectivement, vous allez vous intéresser sur la prévalence des conflits fonciers à Hambourg. Sur quoi est-ce qu'ils portent? Est-ce qu'ils sont liés à la spéculation foncière, au tourisme ou à d'autres choses? Donc, vous allez commencer déjà par essayer d'avoir des chiffres, des statistiques, des données, de dépouiller ce qui arrive au tribunal, de se dépouiller les conflits qui arrivent à la mairie, pour pouvoir documenter un peu l'importance. Est-ce que finalement il y a vraiment beaucoup de conflits fonciers à Hambourg, hein, ou est-ce que tout le monde dit ça, mais que quand on cherche, on n'en voit pas tant que ça? Vous allez faire des entretiens pour vous faire expliquer la lecture que les uns et les autres ont de cette situation-là, sur quoi ils portent, sur quoi ils portent de façon principale. Vous allez vous intéresser sur les facteurs qui déclenchent ou qui aggravent les conflits. Donc vous allez s'identifier à un certain nombre de conflits et vous allez essayer de les étudier dans le détail pour comprendre d'où ça vient, pourquoi, quels étaient les acteurs en jeu, sur quoi portait le désaccord. Et donc là, vous allez faire des études de cas de conflit. Et puis vous allez essayer de comprendre à partir de là comment les acteurs jouent du cadre légal, à la fois en partant de vos études de cas, et puis en complétant par des entretiens avec des observateurs et des gens impliqués dans l'administration foncière, avec les élus ou les techniciens de la commune, avec l'administration locale, et puis si possible, vous allez observer. Donc vous allez dire, est-ce que je peux rester là dans le bureau communal qui s'occupe du foncier pour passer une journée, 2 jours, 3 jours avec les gens, discuter tranquillement de façon relaxe, et puis voir comment ça se passe. Voir ce qui se passe quand les gens arrivent, voir comment sont faits, quelles sont les relations et les discussions, voir comment la documentation foncière est stockée ou pas, voir quels sont les documents qui sont écrits, voir comment se font les délibérations, et donc comprendre les pratiques d'administration foncière à l'échelle communale. Oui. En ce qui concerne, par exemple, l'état du consensus, par exemple, si on reste sur la question foncière, la question du foncier, il peut arriver parfois qu'il y ait des documents, par exemple, le problème par exemple, des années, par exemple, qu'il y ait des documents qui ont été produits, par exemple, il y a 15 ans. Par exemple, si on prend l'exemple de la loi sur le domaine national, par exemple, c'est une loi qui est plus ou moins dépassée. Mais est-ce que si on travaille sur la question du foncier, est-ce qu'on peut toujours revenir et analyser cette loi qui, en quelque sorte, n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas, en tout cas, n'a pas pris beaucoup de, comment dirais-je, n'a pas su cerner la question du foncier. Par exemple, est-ce qu'il est pertinent de toujours rester sur la question de la loi sur le domaine national quand on veut étudier le foncier actuel au Sénégal? Si là, ce que vous analysez porte sur des terres qui font partie du domaine national, alors c'est indispensable. Parce que les pratiques, elles sont en lien ou en contradiction avec ce qui est prévu dans la loi. Et il y a des contradictions dans la loi qui contribuent à faire ça. Ah, il y a plein d'écrits là-dessus. Vous n'allez pas réinventer la roue. Par contre, vous allez vous appuyer sur les principales études qui ont analysé la loi sur le domaine national, ses carences, ses contradictions, pour dire, ben voilà, je m'appuie là-dessus pour comprendre quelles sont les pratiques à Hambourg et comment l'administration communale fait ses affectations, ses désaffectations et tout ça.
Parce qu'il paraît, par exemple, souvent, dans la biographie, quand on cite des ouvrages de 1900 et quelques, souvent certains n'ont pas tout le temps, mais tout ça fait ça, c'est vraiment, enfin, il y a nous, quoi. Souvent, c'est Ouais, ce qu'ils disent. mais la question c'est, est-ce que c'est pertinent par rapport à votre questionnement? Mais quand on veut revoir toute la bibliographie, Ouais. c'est un peu compliqué. Oui. Parce qu'on dit on va voir tout ce qui a été produit dans le foncier. Ah non, mais ça c'est... Et là, les connaissances, souvent, c'est un peu compliqué. Tout ce qui a été écrit sur le foncier, c'est impossible. Vous en avez des milliers et des milliers. Vous en avez des milliers et des milliers. Donc ça, c'est une chose, on va revenir là-dessus, justement, comment essayer d'être stratégique dans les lectures, voilà, et essayer, du coup, de trouver ce qui est vraiment important. Et puis, par rapport, encore une fois, à l'objet de recherche, ça vous aide à savoir qu'est-ce qui est important pour vous sur la loi sur le domaine national. C'est pas les débats qu'il y a eu en 1962 et 64. Donc Bernard Moller sur son article de 83, je crois, sur la genèse de la loi sur le domaine national, c'est pas fondamental pour vous. Voilà. Moi, ça m'intéresse de revenir là-dessus, des fois je lis, mais pour un sujet comme ça, c'est pas fondamental. Et vous avez 2-3 textes de référence sur l'analyse de la loi sur le domaine national de ces carences. Voilà, donc cela, ça suffit. Mais si cette analyse-là, elle a été faite et bien faite en 70, eh ben, c'est cet article-là qu'il faut citer. Si tous les autres, après ça, ont fait que répéter la même chose, il vaut mieux aller citer l'article de référence, le premier qui a vraiment bien posé les choses en 70, plutôt que le truc de 2015, mais qui fait que répéter moins bien ce qui a déjà été dit avant. Vous voyez? Donc c'est pas une question de date. Il y a des choses anciennes qui peuvent être complètement dépassées. Dans ce cas-là, on oublie. Il y a des choses anciennes qui ont été fondamentales parce qu'elles ont marqué un débat, ou parce que c'est là, à ce moment-là, que ce pan de l'analyse a été structuré. Vous voyez? Alors évidemment, c'est pas facile quand on découvre un champ, c'est pas facile de se repérer, il y a des références dans tous les sens, il y a des gens qui répètent la même chose, d'autres qui disent des choses, c'est pas facile. Hein, on en reparlera un peu aujourd'hui, un peu vendredi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui vous aide à avancer dans votre sujet. Hein, et du coup, moi, sur la dépolitisation, c'est Ferguson 1990. Parce qu'il n'y a pas de chose qui ait vraiment repris le dossier depuis. Enfin, ça manque, mais ça va être Ferguson de 90 sur le thème de la dépolitisation dans l'aide. Et puis, si vous travaillez sur le suicide, eh ben, vous aurez forcément besoin de vous référer à Durkheim. Pas pour dire il a raison et c'est la même chose qu'en 1900, je ne sais plus combien. Mais parce que sur le thème du suicide, bah, c'est lui qui a structuré vraiment le questionnement sociologique. Donc c'est pas parce que c'est 1912 que c'est obsolète, et c'est pas parce que c'est... mais il ne faut pas remonter forcément à Mathusalem à chaque fois. Donc c'est ça un petit peu le dilemme. Ok, donc à travers cet exemple fictif, c'est essayer de vous montrer aussi, hein, prendre un autre exemple, comment est-ce qu'on peut structurer un questionnement, donc c'est une problématique, comment cette problématique, à la fois elle s'appuie sur des champs de littérature, des acquis de la recherche, comment ces acquis vous permettent de mieux structurer vos questionnements, et comment cette problématique permet de définir des questions de recherche qui sont des questions plus réduites, qui sont aussi informées théoriquement, dans certains cas, hein, qui renvoient aussi à des débats théoriques derrière, ou à des outils, mais qui vous permettent d'avancer, vous, dans votre démarche de recherche, en disant, il faudra que j'explore ce champ-là, il faudra que j'explore ce champ-là, il faudra que j'explore ce champ-là. Donc, permettre de décliner votre questionnement en sous-questions, en sous-problématiques, et donc en questions de recherche plus pratiques. Ok? Donc, une problématique, c'est un ensemble structuré de questions, informées théoriquement, c'est-à-dire qui font référence à la littérature, à ce qui a été étudié déjà, aux résultats qui font référence,
que vous posez à votre sujet, à votre objet d'étude, et qui débouche sur des questions de recherche. Donc, en fait, la problématique, si on veut vraiment la prendre complètement, c'est la question de tout à l'heure et les questions de recherche qui vont avec. Voilà. Ça revient à formuler une énigme. Vous avez parlé de problème, le problème théorique, de questions qui justifient une enquête. Une énigme qui appelle à la fois la construction d'un objet sociologique. Donc, encore une fois, ce lien entre des questionnements et un sujet, et puis qui demande une démarche d'enquête empirique pour pouvoir y répondre. Donc, moi, dans l'étude au Niger, l'énigme, c'était pourquoi est-ce que l'Union européenne met en avant des thèmes très politiques au Niger alors qu'il ne le fait pas ailleurs. Énigme de départ. Et puis qu'est-ce que ça donne ensuite? Et sur Mbour, ça peut être est-ce que, et du coup, ces flous sur les règles jouent un rôle important dans la multiplication des conflits. Et du coup, il faut une énigme, donc quelque chose dont la réponse ne va pas de soi, parce que sinon il n'y a pas besoin d'enquête. Hein, il faut une énigme qui, c'est ça, qui permette les deux à la fois. Donc une mobilisation de la littérature, un questionnement qui apporte des choses et qui nécessite une enquête empirique. Et puis du coup, effectivement, une énigme, ça rend problématique le monde social, ça fait des choses qui n'apparaissent pas comme des évidences, parce que si c'est des évidences, il n'y a pas besoin de recherche. Donc, construire une problématique, c'est rendre problématique certaines choses qui peut-être peuvent paraître aller de soi pour certains, mais on vous dit, bah non, c'est pas si simple que ça. Là, il y a une question, il faut aller creuser plus, il faut faire des enquêtes pour pouvoir comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, comment les choses en sont arrivées là. Donc, ça nécessite effectivement de poser des questions, d'identifier des liens qui sont plus problématiques qu'on ne le pense et qui vont justifier le fait d'aller creuser, enquêter et découvrir des choses nouvelles. Et encore une fois, il y a souvent plusieurs façons différentes de construire une problématique sur un même sujet qui peuvent être toutes légitimes. Il n'y a pas une seule façon de mener une recherche sur les conflits fonciers à Hambourg, une seule façon de mener une recherche sur la corruption dans les marchés publics. Il y a l'une de vous qui travaille là-dessus. Donc il y a une question de choix aussi, de la façon dont vous construisez votre questionnement, les éléments que vous prenez, que vous mettez en avant, la façon dont vous les organisez. Et effectivement, deux étudiants pourront faire des mémoires différents sur la corruption dans les marchés publics, parce qu'ils ne vont pas prendre les mêmes éléments de réalité, ils ne vont pas construire la même énigme, ils ne vont pas se poser les mêmes questions. Et les deux peuvent être tout à fait légitimes, tant que ça répond à ces critères-là. Tant qu'effectivement, vous avez construit un objet qui tient la route, que vous avez construit un questionnement qui tient la route, eh bien, c'est très bien s'il y a plusieurs recherches, plusieurs mémoires qui portent sur le même objet. Et la recherche, elle avance aussi comme ça. Parce qu'effectivement, il y en a qui se posent cette question-là, il y en a qui se posent cette question-là, et puis c'est la somme de ces travaux-là qui font avancer progressivement la connaissance. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Rubik's Cube, le jeu, là, vous savez, on tourne. Moi, je trouve que j'aime bien l'image, parce que vous voyez, voilà, en fonction, vous avez un nombre limité de faces et de couleurs, mais selon la façon dont vous tournez là, bah, vous allez faire apparaître des dessins différents. C'est pas les mêmes choses que vous allez mettre en évidence. Donc si vous regardez par là ou par là, vous n'allez pas voir les mêmes couleurs, les mêmes facettes. C'est la même réalité, mais simplement les éléments là, vous les avez combinés différemment. Vous avez choisi de regarder cette face-là plutôt que cette face-là, et du coup, bah, c'est pas tout à fait le même objet. C'est la même réalité, mais vous ne le regardez pas de la même façon.
vous ne choisissez pas les mêmes éléments, vous ne les mettez pas ensemble de la même façon. Donc du coup, vous construisez des problématiques qui sont différentes. Ok. Donc je vous propose de prendre la pause, et puis tout à l'heure on prendra sur plus précisément, étape par étape, hein, comment est-ce que des repères pratiques pour faire ce travail-là.